Comment le devoir et le travail de mémoire contribuent-ils à faire vivre la démocratie? Ainsi, à travers ce voyage de 3 jours à Paris, du 11 décembre au 13 décembre 2024, nous allons aborder la thématique mémorielle sous 3 angles distincts, suivant chacun une journée de séjour. Premièrement, sous un angle englobant la colonisation et les migrations des peuples, ensuite la Shoah et la commémoration de la mémoire juive, et enfin la commémoration d'une France combattante et de ses guerres menées tout au long du XXe siècle. L'histoire de la mémoire en France est marquée par une évolution complexe où se mêlent les enjeux politiques, sociaux et culturels, et ce depuis la Révolution française. Nous débutons alors cette vidéo avec la colonisation et les migrations des peuples. Bien que grandement liées, ces thématiques ne doivent pas être systématiquement associées. Le premier empire colonial français débute en 1534 avec la prise de possession du Canada et s'achèvera avec la vente de la Louisiane à la jeune nation des États-Unis d'Amérique en 1803. Les 1830 et la prise d'Alger en Algérie par le général de Bourmont marquent le début du second empire colonial ou autrement dit, second espace colonial français. L'empire colonial français connaît son apogée à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'attribution par la Société des Nations des mandats de la Syrie et du Liban ainsi que des possessions allemandes du Togo et du Cameroun. La colonisation repose sur une idéologie de mission civilisatrice justifiant la domination par des prétentions économiques, culturelles et politiques, mais elle s'accompagne d'exploitation, de violence et de spoliation. En 1931 se tient l'exposition coloniale internationale organisée à Paris dans le bois de Vincennes, destinée à célébrer l'empire colonial français. Inaugurée par le maréchal Lyautey, elle visait à glorifier les bienfaits supposés de la colonisation et répondait à la British Empire Exhibition de 1924. Les deux empires étaient alors concurrents. Également, il en vient à cette exposition de démontrer aux Français que les colonies rapportent au pays plus qu'elles ne lui coûtent, selon Pape Ndiaye, car le pays était encore alors en pleine dépression suite à la crise de 1929. L'exposition est alors composée de différents pavillons recréant l'architecture typique d'un pays ou d'une colonie. Son succès fut phénoménal avec près de 8 millions de spectateurs et 33 millions de billets. Les visiteurs revenaient 3 à 4 fois en moyenne. Ainsi, lors de notre première journée, nous nous sommes rendus au Palais de la Porte Dorée, un bâtiment de style art déco bâti spécialement pour l'exposition. Ce dernier fut un des rares bâtiments à ne pas avoir été détruit après l'exposition et abrita de 1931 à 1935 le musée des colonies. Ce musée changera plusieurs fois de nom, Musée France Outre-mer ou bien encore des Arts africains, avant de devenir en 2007 la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, renommée en 2012 en Musée national de l'histoire de l'immigration. Le palais de la Porte Dorée, conçu par Albert Laprade, est notamment inspiré de l'architecture arabe avec l'utilisation de principes architecturaux arabo-musulmans tels que la ventilation par le sous-sol ou encore l'éclairage naturel. Également, sa façade, un bas-relief monumental, plus de 1000 m², symbolise de manière allégorique les apports des colonies à la France métropolitaine. Les sculptures représentent des scènes harmonieuses de vie quotidienne au sein des colonies des 4 coins du monde, sans aucune présence coloniale, confirmant ainsi l'aspect propagand de cette œuvre. À l'intérieur du bâtiment, dans la pièce dite du Forum, une fresque de 600 m² réalisée par les étudiants des Beaux-Arts célèbre quant à elle ce que la France apporte aux colonies. Les valeurs de liberté, de paix, de justice, mais également le commerce, la science ou encore l'industrie. Ici, contrairement à la façade à laquelle elle répond d'ailleurs, le colon est représenté parmi les indigènes en parfaite harmonie, mettant sous silence l'exploitation générale dans les colonies. Le contenu du musée, lui, s'organise autour de l'histoire des migrations en France, du début du commerce triangulaire jusqu'à nos jours. Pour ma part, j'ai trouvé intéressant la dualité entre musée d'histoire et de société, ainsi que musée d'art avec une collection d'œuvres contemporaines, illustrant les savoirs du musée. L'une d'elles a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de la photographie diptyque numéro 1 de Samuel Fosso de la série Allons enfants. Sur cette photographie, le photographe camerounais apparaît déguisé en soldat de la Première Guerre mondiale, commémorant la participation souvent méconnue des soldats venus des colonies africaines lors de la Première Guerre mondiale et dont le nombre s'élèverait à environ 500 000 hommes. Ce musée représente d'après moi un intérêt réel pour la formation citoyenne et la connaissance, mais surtout la reconnaissance d'une nation française multiculturelle. Cependant, certains textes ont nécessité pour ma part plusieurs minutes de relecture. Je me pose donc la question quant à l'accessibilité pour les plus jeunes d'entre nous.
De manière générale, le musée de l'immigration, à travers les méditations notamment, permet de former des citoyens informés avec un sens critique. De plus, le musée invite à réfléchir sur des questions éthiques et politiques qui sont au cœur de la démocratie. En conclusion, le musée, par son travail d'éducation citoyenne, contribue à faire vivre la démocratie. Ainsi, cela nous amène à notre deuxième partie, la commémoration d'une mémoire juive de la Shoah et son évolution à travers le XXe siècle. La Shoah, terme d'origine hébreu signifiant l'anéantissement ou la catastrophe, fut l'entreprise menée par les nazis contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'inscrit dans une politique de discrimination économique, politique et sociale promue par le régime national-socialiste. Près de 6 millions de juifs furent tués, soit 40% de la population juive mondiale de l'époque. En France, c'est avec l'aide du gouvernement de Vichy que des mesures discriminatoires furent prises ainsi que progressivement l'arrestation puis la déportation des juifs français et étrangers. Des camps d'internement sont utilisés comme à Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Royal-Lieu ou bien encore Drancy afin de parquer les populations avant leur départ à l'Est. De plus, dans un but de revendication d'une autonomie vis-à-vis du Reich, le gouvernement français n'hésite pas à promulguer des lois anti-juives sans demande spécifique de ces derniers. Un exemple serait la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs, la loi contenant un article définissant juridiquement le juif, ainsi qu'une mesure d'exclusion des juifs de la fonction publique et de nombreux domaines culturels, presse, cinéma, radio ou encore théâtre. Sur les 66 000 juifs de France déportés avec la collaboration de l'État français, seulement 3 des déportés ont survécu. Le début des années 50 est difficile pour la commémoration de la Shoah, ainsi que pour ses survivants. Le premier monument rendant hommage aux Juifs morts de la Shoah voit le jour en 1949 dans l'An. Ce monument commémore cependant la mémoire des Juifs ainsi que des résistants déportés, ne mettant pas en lumière des spécificités du génocide. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nous maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Il faudra alors attendre 1957 et l'initiative de Isaac Schneersohn pour la création d'un mémorial spécifique à la commémoration de la mémoire juive. Il fut le premier monument honorant les victimes de la Shoah à être construit et sera progressivement amélioré et agrandi. Aujourd'hui, le mémorial de la Shoah accueille un musée, une crypte servant de lieu de recueillement, ainsi qu'un espace où figurent tous les noms des juifs déportés depuis le territoire français. Comme souligné par Simone Veil, femme politique française et surtout rescapée du camp de concentration d'Auschwitz, si nous n'avons pas parlé, c'est parce que l'on n'a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. Les raisons pour lesquelles la mémoire juive est si peu mise en avant sont multiples. Premièrement, le témoignage des résistants déportés monopoliserait la mémoire de la déportation. Les résistants sont déjà plus nombreux, près de 60% des résistants déportés sont revenus vivants, contrairement à 3% chez les juifs. Mais ils bénéficieraient également d'une parole plus libérée, contrairement aux rescapés juifs. Cet aspect se doit d'être nuancé car des récents travaux, notamment de l'historien François Azoulay, démontrent que bien des paroles de déportés furent niées, qu'ils soient juifs ou résistants. Deuxièmement, dans un contexte de réconciliation et de reconstruction après la période vichiste, la société française n'est pas encore prête à se retrouver face à ces nombreux crimes. En effet, l'antisémitisme est toujours présent, en témoigne l'affaire des enfants Finali entre 1945 et 1953. Les années 70
marque le début d'une libération de la parole. Le procès Eichmann en Israël en 1961 et la publication de nombreuses œuvres culturelles permettent d'appréhender la Shoah de manière plus globale en France et dans le monde. La publication de l'essai historique La France de Vichy par l'historien américain Robert Paxton marque l'historiographie de la France vichiste de par une approche révolutionnaire. Ce livre met alors en lumière la collaboration proactive du gouvernement français dans la déportation des Juifs vers les camps. Véritable bombe historique, l'historien s'oppose aux travaux précédents réalisés sur Vichy et notamment sur ceux de Robert Aron. Enfin, lors de son discours du 16 juillet 1995, commémorant le 53e anniversaire de la Shoah, Jacques Chirac devient le premier président à assumer pleinement la responsabilité de l'État français et de son administration dans la persécution des Juifs de France. L'évolution progressive de la mémoire se traduit également par un changement porté sur les plaques apposées aux différents monuments, à l'exemple le monument de Nantua, de Laon, le coupable désigné qui a déporté les enfants juifs de Isieux est le nazisme, donc les nazis par extension. Puis on associa aux nazis le gouvernement vichiste ou dit de l'État français, toujours dans une option de dédouaner la France, la vraie, celle de la résistance du général de Gaulle. Enfin, aujourd'hui, les plus récents monuments érigés font état d'une collaboration conjointe entre la France et les autorités allemandes. Parmi les différents monuments que l'on a pu visiter, j'en retiendrai deux. Premièrement, le jardin mémorial des enfants de Drancy, qui permet pour ma part d'appréhender la Shoah sous un angle vraiment concret. De plus, au sein du mémorial de la Shoah, le mur des photos ainsi que la mise à disposition de toute la base de données des déportés est remarquable dans un objectif d'hommage à chaque individu. De mon côté, ce qui m'a plus marqué furent les deux sculptures qui ont ponctué notre journée. La première sculpture, située près du pont de Birkadem, représentait plus particulièrement la rafle du Veldiv. Le sculpteur Walter Spitzer, lui-même rescapé des camps nazis, choisit de représenter très justement la rafle comme une vague emportant femmes, enfants et vieillards, car pour la première fois, tous sont déportés, plus seulement les hommes en âge de travailler. Cette représentation artistique d'une politique antisémite collaborationniste permet une vision affective de quelque chose d'insensé et inexplicable. Ainsi, comme le dirait si bien Albert Camus, si le monde était clair, l'art ne serait pas. Également, lors de la visite du camp d'internement de Drancy, les sculptures de Shelomo Slinger m'ont surpris de par leur richesse et la multitude de significations qui portent chaque élément. La sculpture est intéressante dans le choix qu'a fait l'artiste de représenter ici la souffrance de tous les juifs et pas seulement ceux passés par Drancy. En conclusion, les différents lieux et monuments de commémoration permettent, en plus d'une éducation citoyenne, une réconciliation sociale sur la politique collaborationniste de la France, une prévention des totalitarismes hostiles à la démocratie et surtout l'enseignement des erreurs passées dont les génocides font partie. On peut donc dire que les différents lieux de mémoire contribuent à faire vivre la démocratie. Enfin, troisième et dernière partie, la célébration d'une France combattante et de ses guerres menées tout au long du XXe siècle. Premièrement, la commémoration d'une France combattante s'inscrit dans une tradition qui fait suite à la Première Guerre mondiale. Après le premier conflit mondial, l'importance de la commémoration d'une mort se fait sentir entre 1920 et 1925. 35 communes érigent des monuments aux morts. C'est donc logiquement qu'après la Seconde Guerre mondiale, une volonté de commémoration naît. Dès le 11 novembre 1946, sont inhumés sur le site du Mont Valérien 15 corps de déportés et résistants représentant un aspect particulier de la France combattante. Dans un souci de bataille mémorielle avec le Parti communiste revendiquant 75 000 fusillés, De Gaulle refusa que l'on y commémore un communiste. L'activité militaire du Mont Valérien débute en 1841 avec l'élection de la forteresse. Également, en 1919, la commune de Suresnes, à laquelle appartient le Mont Valérien, fait don d'un espace accueillant le cimetière de soldats américains décédés durant la Première Guerre mondiale. Après la défaite et l'armistice et la division de la France en deux, le Mont Valérien se retrouve aux mains des Allemands en juin 1940. Dès mars 1941, la butte devient un lieu d'exécution. Les fusillés étaient jugés par le tribunal militaire allemand avant d'être exécutés. Les plus de 1000 hommes exécutés le furent pour deux motifs, au titre de résistants ainsi que d'otages juifs ou communistes.
Ainsi, seuls les hommes furent fusillés, car l'armée allemande ne reconnaissait pas la participation des femmes comme digne à une exécution dans un fort militaire et par des militaires. Suite à l'attentat en la personne du Feldkommandant Karl Hotz à Nantes, 5 Nantais sont fusillés au Mont-Valérien. Après la guerre, le site du Mont-Valérien est logiquement choisi du fait qu'il soit lieu d'exécution des résistants. Le mémorial du Mont-Valérien, ou autrement appelé Mémorial de la France combattante, est érigé en 1960. Chaque 18 juin se tient une cérémonie d'hommage à l'appel de Charles de Gaulle. L'enceinte sud-est du fort, sur une esplanade en forme de V symbolisant la victoire, le mémorial de la France combattante est construit en grès rose des Vosges. Un mur de 150 mètres de long arbore 16 hauts-reliefs en bronze réalisés par 16 sculpteurs différents et représentant des allégories de l'héroïsme des combattants. Au centre du site se dresse une croix de Lorraine de 12 mètres de haut devant laquelle brûle en permanence la flamme de la résistance, dont De Gaulle avait promis que jamais elle ne s'éteindra durant son discours du 18 juin 1944. Dans la crypte reposent les dépouilles des 16 résistants et déportés, ainsi qu'un caveau vide réservé au dernier compagnon de la Libération que fut Hubert Germain, décédé en octobre 2021. La chapelle, désaffectée, deviendra le lieu d'internement d'avant-exécution de tous les fusillés. Une trentaine de graffitis, toujours visibles, furent griffonnés dans l'espoir de laisser un message d'adieu pour des proches ou témoignage de leur foi patriotique. Au début, seule une plaque était là, rendant hommage au plus jeune des fusillés, Courteau, nous raconte le guide. Un besoin fort de commémoration des fusillés s'installa alors progressivement du fait des parcours, origines et religions différentes de chacun. Inaugurée en 2003 par le Premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin, cette cloche de bronze est l'œuvre de Pascal Convert. L'artiste a choisi la cloche comme symbole universel pouvant par exemple évoquer le tocsin aux morts. Elle symbolise également le rassemblement entre les soldats des différents corps d'armée belligérants, dont les jeunes soldats allemands qui n'étaient pas forcément ravis de cette affectation, les contraignant à cette tâche horrible. Posée sur le sol, cette cloche devient le symbole du silence. Le bronze sombre de la cloche constitue le support de deuil où viennent s'inscrire les noms des résistants exécutés au Mont-Valérien. Les fusillés figurent en ordre chronologique sur cette pièce de bronze de 2,7 mètres. Parmi les autres monuments célébrant une France combattante figure le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Ce monument, érigé le 5 décembre 2002 par le président Jacques Chirac, célèbre les 26 000 soldats et harkis morts pour la France entre 1952 et 1964. L'œuvre de l'artiste Gérard Collin-Thiébaut est composée de 3 panneaux bleu-blanc-rouge. Sur le premier défile en permanence le nom de tous les combattants ayant péri au cours de ces événements. La colonne rouge, elle, est interactive et permet d'afficher des noms qui défilent sur le monument. Autrement, 2 stèles aux côtés du monument rendent hommage spécifiquement aux harkis ainsi qu'aux populations civiles tuées ou disparues durant le conflit. Chaque 5 décembre, une cérémonie commémore les personnes qui ont donné leur vie pour la France en la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Cependant, la mémoire d'une France combattante passe également par une commémoration de ses exactions. Ainsi, durant la guerre d'Algérie, la France s'est rendue coupable d'un certain nombre de crimes, tels que la torture ou des agressions racistes. Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, plusieurs dizaines de milliers de ressortissants français d'origine algérienne manifestent contre un couvre-feu imposé aux populations arabes. Cette mesure raciste fut prise par Maurice Papon, homme qui, durant la Seconde Guerre mondiale, organisa la déportation de juifs limousins. Comme quoi la France d'après-guerre fut en partie dans la lignée de l'administration vichiste, contrairement à ce que les autorités d'après-guerre ont voulu prouver. Pris à partie, quelques 200 Algériens sur les 20 000 manifestants se retrouvèrent bloqués par les forces de police et furent tués par balles pour la plupart, avant d'être jetés dans la Seine. Cet événement, longtemps tué en France, est devenu en Algérie un événement important et grave dans la lutte pour l'indépendance du pays. En 2019, la maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugure une stèle en hommage aux disparus, complétant une plaque déjà présente depuis 2001. La mémoire de la guerre d'Algérie par l'État français a subi un schéma presque similaire à celle de la Shoah. Premièrement, dans un but de réconciliation nationale, les pouvoirs publics ont amnistié la plupart des acteurs du conflit, entre des combattants algériens, des militaires coupables d'exactions ou bien encore des membres de l'OAS, organisation armée secrète, groupe terroriste qui milite pour l'Algérie française.
Pendant 30 ans, la France ne commémore pas la guerre d'Algérie, jusqu'à ce que l'année 1999 et la promulgation d'une loi reconnaissant cette guerre marque le début d'un processus mémoriel. 3 ans plus tard, le mémorial du Quai Branly est inauguré, commémorant les soldats morts ou blessés. Puis, ce fut au tour des harkis, avec l'institution d'une journée nationale des harkis chaque 31 mars depuis 2003. Le mandat d'Emmanuel Macron est également marqué par une intensification du travail mémoriel et avec la reconnaissance du dommage causé par la France aux harkis, un hommage aux Algériens du 17 octobre en 2021, ainsi qu'un projet de musée sur l'histoire franco-algérienne à Montpellier, du fait que 60 000 rapatriés débarquèrent dans la ville de l'Hérault dans les années 60. Aujourd'hui, la mémoire de la guerre d'Algérie reste sensible, malgré le travail récemment entamé par l'État. En témoignent les relations diplomatiques parfois houleuses entre la France et l'Algérie. Les différents lieux de commémoration de la France combattante servent et font vivre la démocratie de plusieurs manières. Premièrement, dans le cadre de l'éducation citoyenne et l'apprentissage du sacrifice de nos aînés, mais également en rappelant que ces luttes se faisaient au nom de la démocratie, du moins pour la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, les monuments permettent la construction d'une identité collective et la dénonciation des erreurs du passé. Le mémorial de la France combattante, situé au Mont Valérien, m'a fait particulièrement réaliser les enjeux cruciaux de la mémoire. En effet, la volonté de Charles de Gaulle de ne pas faire figurer de communistes dans la crypte prouve l'aspect politique et sensible de la mémoire, que cette dernière dépend grandement du contexte politique. Ainsi, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français était aux portes du pouvoir, et les célébrer au nom de la France entière n'aurait fait que les conforter. Également, la cloche de bronze m'a particulièrement interpellé pour ses plusieurs sens de lecture, mais notamment pour le fait qu'à plat, elle signifie la fin du tocsin alertant la mort.